Le temps que la pluie cesse et que les rues sèchent, elle était déjà arrivée à la Gazette. Elle était fermée à clé, comme prévu, mais elle remarqua que le volet de la fenêtre orientée à l'ouest avait été forcé récemment et négligemment. Quelqu'un était entré. Elle ne dit rien à personne. Ce soir-là, dans le silence doré qui précédait le crépuscule, Miss Marple prit à nouveau le thé avec le docteur Lonsdale. Cette fois, il était venu de son propre chef, son manteau humide, le visage tiré. « J'ai reçu une lettre » dit-il en sortant une enveloppe de sa poche intérieure. Posty anonymous. Sans adresse de retour. Dactylographie. Exactement comme la vôtre. Miss Marple la prit et lut le court message. Vous y étiez. Vous avez vu quelque chose. Mieux vaut l'oublier, à moins que vous ne souhaitiez une publication posthume. Elle renvoya la lettre sans un mot. Ils essaient de me faire peur, dit-il. Pourquoi? Que ai-je vu? Miss Marple pencha la tête. Parfois, nous sommes témoins de choses sans en saisir la signification. Un regard, un geste, une tâche. Le cerveau l'efface, mais la mémoire la conserve. Le docteur Lonsdale hocha la tête. Tu crois que c'est lié à la dispute d'Horace avec cet homme, celui que j'ai vu par la fenêtre? Je crois, dit-elle doucement, que quelqu'un croit que tu as vu plus que tu n'as vu. Il se pencha en avant. Que dois-je faire? Faire semblant d'avoir peur, dit Miss Marple calmement. Mais ne le sois pas vraiment. La peur est un levier, et quelqu'un espère l'actionner. Tandis que les ombres s'allongeaient dehors, Miss Marple ressortit son tricot. Le motif était devenu plus clair maintenant, même si la dernière maille restait à coudre. Il y avait des secrets à Lydney Barton. Des secrets anciens, peut-être même générationnels. Et l'un d'eux avait été sur le point d'être dévoilé par Horace Dinscombe. Mais plus maintenant. Maintenant, c'était à elle de jouer. Elle n'insistera pas. Pas encore. Mais sa prochaine étape ramènerait le passé à la surface. Et si elle avait raison comme d'habitude, la prochaine révélation ne viendrait pas de ces questions. Elle viendrait de quelqu'un d'autre, s'effondrant sous le poids de son propre mensonge. Une journée de calme inattendu s'installe sur Lydney Barton, de celle qui précède souvent un événement dramatique. L'air était vif, la lumière matinale claire et impitoyable, et même le chant des oiseaux semblait incertain. L'enquête pour meurtre, qui couvait tranquillement depuis quelques jours, reprit soudain son cours normal, non pas à cause d'une intervention policière, mais d'un événement inattendu au cœur du village. Tout commença par un tiroir verrouillé. Madame Jeffrey, propriétaire de la mercerie et collectionneuse réputée d'histoires non vérifiées, avait demandé à sa nièce de l'aider à nettoyer l'arrière-boutique. Là, caché dans une vieille armoire datant du début des années 1900, ils découvrirent un tiroir de classement oublié, étiqueté « Comptes paroissiaux de 1938 à 1945 ». La curiosité étant le moteur de toute vie villageoise, le tiroir fut aussitôt forcé à coups de couteau à beurre. Parmi la poussière et les reçus moisis se trouvait une petite pile de lettres pliées, nouées d'un ruban vert délavé, chacune adressée d'une écriture soignée et bouclée à une femme dont le nom ne figurait plus dans le registre paroissial de Lydney Barton. Mais ce qui retint l'attention de Madame Jeffrey, ce fut la dernière lettre de la pile, adressée non pas à la femme, mais de sa part. Et le nom à l'extérieur, en lettres majuscules, lui glaça le sang. Horace Dinscombe, C.O.O.Z. Lydney Gazette. L'encre avait bavé par endroits, mais le sens était clair. La lettre n'avait jamais été postée. Et lorsqu'elle la lut contre son bon sens et toutes les normes de confidentialité qu'elle avait jamais respectées, elle faillit la laisser tomber sous le choc. Le lendemain matin, la moitié du village était au courant de la lettre. Et à midi, une copie était parvenue entre les mains de l'inspecteur Alcombe. Mademoiselle Marple, quant à elle, avait reçu un mot discret, transmis par Madame Jeffrey elle-même. « Je crois que vous devriez voir ceci. Cela pourrait tout expliquer, ou rien du tout. » Le contenu de la lettre était curieux. Datée de 1946, elle était écrite par une femme nommée Margaret Elston, ancienne institutrice à Lydney Barton, qui avait mystérieusement quitté le village des décennies plus tôt. La lettre, bien que inachevée,
évoquait la trahison, la paternité cachée et un enfant élevé sous un nom étranger. Les dernières lignes disaient « Tu crois que personne ne le saura jamais, Horace. Mais j'ai gardé les lettres. J'ai tout gardé. Un jour, l'enfant apprendra la vérité et il te méprisera pour cela. Non pas à cause de qui tu es, mais de ce que tu as choisi de devenir. Je ne serai pas réduite au silence éternellement. » Miss Marple lut la lettre dans son salon, la lumière de la lampe reflétant le léger relief du vieux papier. Elle a expliqué beaucoup de choses. Non pas le meurtre, mais la peur sous-jacente. Quelqu'un avait quelque chose à perdre. Elle se sert une tasse de thé et passe en revue les faits tels qu'ils se présentaient. Horace Dinscombe avait fait chanter quelqu'un, peut-être plus d'une personne. Ces dossiers, bien qu'introuvables au bureau de la Gazette, contenaient probablement des copies de l'ancienne correspondance. Mais maintenant, au moins une de ces lettres a refait surface. Et avec elle, un motif aussi vieux que le monde, le besoin d'enterrer un passé honteux avant qu'il ne vous enterre. Elle resta assise en silence, les doigts croisés, tandis que la pluie recommençait à tomber dehors. Le léger crépitement était rythmé, apaisant, mais son esprit restait alerte. Si la lettre était authentique et qu'elle n'avait aucune raison de croire le contraire, cela signifiait que Horace connaissait un secret qui reliait les générations. La lettre n'avait jamais été envoyée, et pourtant, d'une manière ou d'une autre, elle lui était parvenue. Ou du moins, son message, oui. Puis une nouvelle pensée lui traversa l'esprit, subtile, discrète, mais persistante. Et si Horace n'avait pas du tout écrit la note inachevée qu'il avait en main? Elle reprend la copie de l'inspecteur. Impossible de garder le secret plus longtemps, ils le sauront tous avant la fin de la fête. Le texte était dramatique, trop dramatique, et dans un style qui ne correspondait pas tout à fait au ton sec et éditorial d'Horace. Elle lisait ses écrits depuis des années, et il ne penchait jamais vers le mélodrame. Il était suffisant, certes, et critique, certes, mais jamais théâtral. Et si quelqu'un d'autre l'avait écrit, je l'avais placé. Pour créer l'illusion d'un homme sur le point d'avouer. Un coup frappé à la porte la tira de ses pensées. C'était encore Madame Bantry, les joues rouges de froid et les yeux écarquillés par une énergie nerveuse. « Jane, dit-elle, dès qu'elle entre, je sors du bureau de la Gazette. Derek Alcombe m'a demandé de l'aider à trier les anciens numéros d'Horace. Les dossiers. Il voulait quelqu'un qui puisse reconnaître les noms familiers. Mademoiselle Marple offrit du thé, mais Madame Bantry refusa d'un geste. J'ai trouvé quelque chose d'étrange. Un article imprimé jamais publié. Pas de titre, juste des pages dactylographiées et assemblées. Mais le nom, Jane, mentionnait Mademoiselle Gringage, et Madame Tran, et même le révérend Pottel. Mademoiselle Marple cligna des yeux. Quel genre d'article? Une sorte d'exposé, chuchota Madame Bantry. Il comptait révéler de vieux griefs. Je pense qu'il comptait le publier anonymement dans l'édition spéciale faite. Mademoiselle Marple marqua un temps d'arrêt, l'expression indéchiffrable. Cela expliquait l'agitation, l'attention, cette soudaine vague de culpabilité et d'anxiété sur tant de visages familiers. Horace avait eu l'intention de les humilier publiquement. Et quelqu'un l'avait découvert avant même que le numéro ne soit publié. Ce qui signifiait que quelqu'un l'avait réduit au silence. Mais qui? Ce soir-là, Miss Marple assiste à la petite réunion de prière à l'église, où elle écoute, non pas les paroles du révérend, mais leur silence. Mademoiselle Gringage était là, assise raide sur le premier banc, les mains jointes si serrées que leurs jointures brillaient de blanc. Madame Tran était assise 2 rangs derrière, évitant tout contact visuel. Georges Littleton s'attardait au fond, jetant un coup d'œil nerveux par-dessus son épaule chaque fois que la porte de l'église grinçait. Ils étaient tous là, tous dans l'attente, comme des pièces d'échecs incertaines du prochain coup. Après la cérémonie, Miss Marple s'entretint avec le révérend Pottel. « Vous souvenez-vous de Mademoiselle Margaret Elston » demanda-t-elle doucement. Il fronça les sourcils. « Oh oui, une étrange affaire. » Elle partit brusquement. On parla, bien sûr, mais rien de concret.
Horace Denscombe était mêlé à tout ça, je crois. Ils étaient proches, très proches jusqu'à ce qu'ils ne le soient plus. Miss Marple hocha la tête. Savez-vous ce qui est arrivé à l'enfant? Le portel cligna des yeux. Quel enfant? Précisément, dit Miss Marple. Elle quitta l'église, son châle serré sur les épaules. Une nouvelle question se posait désormais à elle. Non seulement qui avait tué Horace Denscombe, mais qui était l'enfant qu'il avait tenté d'enterrer sous des décennies de silence? Et, plus important encore, cet enfant avait-il enfin appris la vérité? La donne avait changé. Le mobile s'approfondit. Quelqu'un ne se protégeait pas seulement lui-même. Il protégeait un mensonge, un héritage. Miss Marple tourna au coin de sa rue, l'esprit plus vif que jamais. Et dans l'obscurité derrière elle, quelqu'un observait. Le lendemain matin commença par une épaisse brume qui recouvrait les prairies au-delà de Lydney-Barton, adoucissant les limites du village et enveloppant les chaumières d'un silence vaporeux. C'était le genre de temps qui calmait même les ragots les plus tenaces, comme si la nature elle-même avait recouvert le monde d'un voile humide et lui avait ordonné de se taire. Dans son salon, Miss Marple était assise près de la fenêtre, ses aiguilles à tricoter posées sur ses genoux, la laine intacte. Ses pensées étaient loin de ses habitudes. Il n'y avait plus aucun doute dans son esprit désormais. Horace Denscombe n'avait pas été assassiné simplement pour de l'argent ou une rancune passagère. C'était un héritage, une lignée et des secrets qui avaient trop longtemps couvé sous la façade soignée de Lydney-Barton. La lettre inachevée n'avait pas été écrite par la victime, et l'histoire que Horace avait prévu de publier avait menacé la réputation de plusieurs villageois. Mais la vérité la plus dangereuse, celle cachée dans la lettre de Margaret Elstone, concernait l'enfant. Un enfant né d'un scandale, peut-être même d'une trahison, et élevé au village dans l'ignorance de ses véritables origines. L'instinct de Miss Marple lui disait que ce secret avait été révélé non par accident, mais par une découverte délibérée, peut-être même celle du meurtrier. Elle posa donc son dernier test. Rien de dramatique, et cela ne nécessita pas grand-chose de plus qu'une simple invitation et un thé particulier. Elle envoya un mot discret à mademoiselle Felicity Gringage cet après-midi-là, l'invitant à lui rendre visite sous prétexte de lui rendre un livre de jardinage emprunté. À 4 heures précises, mademoiselle Gringage arriva, ponctuelle comme toujours, vêtue de son manteau bleu marine et d'une expression trop osée pour être naturelle. Elle accepta l'offre de thé de mademoiselle Marple et s'assit, raide, au bord du canapé fleuri. « J'espère, dit gentiment mademoiselle Marple en versant le thé, que ces derniers jours n'ont pas été trop éprouvants. Le village est devenu très instable. » Mademoiselle Gringage esquissa un sourire pincé. « C'est plutôt affreux, n'est-ce pas? Je ne peux pas m'approcher de la place de la fête sans entendre des murmures. Vous avez été très courageuse de trouver le corps comme vous l'avez fait, dit mademoiselle Marple. Cela a dû être terriblement bouleversant. Mademoiselle Gringage but une rapide gorgée de thé. Je ne crois pas que je l'oublierai jamais complètement. En effet. Et pourtant, j'ai souvent constaté, dit doucement mademoiselle Marple, que l'esprit a une façon particulière de se souvenir différemment, selon la culpabilité ou le chagrin. La tasse de mademoiselle Gringage s'immobilisa en plein vol. « Pardon? Oh, sans vouloir vous offenser, dit mademoiselle Marple d'un ton léger. Seulement que vous sembliez si calme sur le moment. Pas la panique à laquelle on pourrait s'attendre. Surtout si vous aviez entendu quelque chose auparavant. » Mademoiselle Gringage baissa la tasse, les doigts tremblants. « Je n'ai rien entendu. J'ai tout raconté à l'inspecteur. Et vous? » La voix de mademoiselle Marple reste douce. « Et pourtant, madame Tran vous a vu dans un échange plutôt houleux avec monsieur Denscombe quelques instants avant le jugement. Elle a reconnu votre chapeau, même si vous pensiez avoir le dos tourné. » Le visage de mademoiselle Gringage se raidit. C'était un malentendu. Mademoiselle Marple hocha la tête. « C'est possible. Ou peut-être pas. » Horace était en possession de certains documents, y compris une mention d'un enfant élevé sous de faux prétextes. Une révélation plutôt lourde. Je me demande, ma chère,
si vous avez découvert cette vérité avant ou après la fête. Il y eut un long silence. Puis mademoiselle Gringage posa sa tasse de thé sur la soucoupe. La porcelaine tient doucement. « Je ne comprends pas ce que vous voulez dire, » dit-elle. Mais son ton trahissait le mensonge. Mademoiselle Marple se pencha légèrement en avant. Il n'y a pas de honte à découvrir quelque chose de difficile sur son passé. Mais il est dangereux, je pense, de faire semblant de ne pas l'avoir découvert. Surtout quand on a déjà pris des mesures pour le dissimuler. Mademoiselle Gringage cligna rapidement des yeux. « Je n'ai rien caché. Je n'ai été que franche, sauf, interrompit mademoiselle Marple, à propos des gants. Mdiegrengaje se fija. Les gants que vous portiez le jour où vous avez découvert le corps. Le coton léger. Ivor. Mais le lendemain, vous portiez des gants en chevreau bleu marine. Plus épais. Je me demande ce qui est arrivé à la première paire. À moins, bien sûr, qu'il y ait du sang dessus. Je n'en ai pas caché, commença mademoiselle Gringage, la voix brisée. Je n'ai jamais dit que les gants étaient ensanglantés, dit doucement Miss Marple. Seulement qu'ils avaient disparu. Miss Gringage se leva brusquement, le visage terni. Je devrais partir. Mais Miss Marple ne bougea pas. Avant cela, peut-être pourriez-vous me faire plaisir avec une dernière question. Avez-vous découvert la lettre que Margaret Elstone avait écrite avant ou après Horace? Miss Gringage vacilla légèrement. Puis, très doucement, elle se rassit. Il savait, dit-elle enfin. Il savait avant moi. Il était venu me voir le mois dernier, comme pour me faire un cadeau. Il m'avait dit avoir trouvé quelque chose de très intéressant dans les vieux dossiers de la Gazette. Il avait dit qu'il le publierait dans l'édition de fête, avec les noms. Ses yeux étaient maintenant écarquillés, vitreux de souvenirs. Au début, je ne l'ai pas cru. Mais il en avait un exemplaire. Il disait que je n'étais pas celle que je croyais être. Que je n'étais même pas une Gringage, que j'étais l'enfant d'Elstone, le fruit d'une brève et amère liaison. Il disait que je devrais lui être reconnaissante, que cela expliquait tout sur moi. Miss Marple hocha doucement la tête, la laissant parler. Je lui ai demandé de ne pas le publier. Je le suppliais. Il rit. Il dit que la vérité était trop croustillante, que le village serait électrifié. Et donc, dit Miss Marple doucement, tu as décidé de l'arrêter. Je ne voulais pas, chuchota Miss Gringage. Je voulais juste lui faire peur. Récupérer la lettre. Il se moqua de moi et dit qu'il avait déjà glissé un mot dans le numéro de la fête. Quelque chose de mystérieux, quelque chose qui ferait chuchoter les gens avant la publication de l'article la semaine suivante. Il ne voulut pas me dire où. La voix de Miss Marple reste posée. Alors tu le suivis jusqu'au fond du chapiteau. Tu le confrontes à nouveau. J'ai perdu le contrôle. Sa voix se brisa. Il y avait un couteau. Je ne sais même pas d'où il venait. Je l'ai vu, je l'ai attrapé. C'est arrivé si vite. Je ne voulais pas, mais une fois que c'est arrivé, il fallait que ça ressemble à autre chose, termina Miss Marple. Tu lui as remis la lettre dans la main. Un message à moitié terminé. Pour faire croire qu'il allait avouer quelque chose. Ne pas dénoncer quelqu'un d'autre. Mademoiselle Gringage enfouit son visage dans ses mains. Il m'aurait ruiné. Mademoiselle Marple tendit la main et la posa doucement sur son épaule. Non, ma chère. Il l'avait déjà fait. Vous n'avez fait qu'achever la ruine. Quelques instants plus tard, l'inspecteur Alcombe arriva au cottage de Miss Marple, appelé par un message discret envoyé plus tôt dans la matinée. Il ne dit rien d'abord, se contentant de regarder la femme assise près du feu, les épaules affaissées par la défaite. Mademoiselle Marple lui offrit simplement la tasse de thé qu'elle avait gardée au chaud. Parfois, dit-elle doucement, on passe tellement de temps à se faire passer pour quelqu'un d'autre qu'on oublie tout ce qu'on a déjà révélé. Et tandis que mademoiselle Gringage était discrètement emmenée, le village exhala un souffle qu'il ignorait contenir. L'histoire n'était pas terminée, mais le silence était enfin rompu. Lydney Barton se réveilla le lendemain matin dans un calme prudent. Le village s'apaisait, son rythme habituel ralentit comme le silence qui suit une grande tempête. La nouvelle s'était répandue, non pas avec la férocité d'un scandale,
mais avec le silence épuisé de la compréhension. Mademoiselle Felicity Gringage avait été placée en garde à vue discrètement, respectueusement et sans éclat. Mais comme toujours dans les petits villages, les conséquences étaient aussi complexes que le crime lui-même. Miss Marple était de nouveau assise dans son salon ensoleillé, une théière fraîche à côté d'elle, son tricot abandonné sur la table. Ce n'était pas la satisfaction qui l'envahissait, ni le triomphe. C'était la réflexion. La compréhension que la vérité, une fois révélée, apportait rarement la paix sans conséquence. L'inspecteur Alcombe arrive en milieu de matinée, l'air fatigué mais reconnaissant. Il retire son chapeau à la porte, l'air presque respectueux. « Je suis venu, dit-il, vous remercier comme il se doit. » Mademoiselle Marple sourit doucement. « Inutile. Je sais que vous auriez découvert la vérité à temps. » Il secoua la tête. « Peut-être, mais certainement pas avec autant d'élégance. Je ne sais toujours pas comment vous en étiez si sûr. » Elle lui versa son thé sans un mot, laissant la vapeur monter entre eux. Puis elle fouilla dans sa table de chevet et en sortit un mince carnet, dont les pages étaient remplies d'une main nette et striée. « Je n'en ai jamais été tout à fait sûr, dit-elle, jusqu'à ce que je voie sa réaction au thé. »« Du thé ?» Alcombe cligna des yeux. « Elle n'y a pas touché, » expliqua Miss Marple. « Et pourtant, Miss Gringage est toujours polie. Toujours précise. » Elle refusa la tasse, non par impolitesse, mais par peur. J'ai mentionné les gants. Elle pensait que je savais tout. Cette peur la trahissait. « Mais comment avez-vous fait le lien avec la lettre ?» demanda-t-il. Miss Marple se renversa dans son fauteuil. « Au début, je ne le savais pas. J'ai pensé qu'elle couvrait peut-être quelqu'un. Mais le passé est rarement entièrement enterré. Cette lettre de Margaret Elstone, une fois révélée, reliait tout. Un enfant né d'un scandale. Une femme disparue. Et Horace d'Enscombe, qui n'a jamais pu résister au pouvoir sur les autres. » Elle marqua une pause. Ce n'était pas un meurtre au sens traditionnel du terme, inspecteur. Ce n'était même pas une vengeance. C'était du désespoir. L'identité est une chose fragile. Elle avait passé sa vie à rédiger le sien avec soin. La vieille maîtresse d'école. Soignée, posée, irréprochable. Elle croyait que si la vérité éclatait, tout cela serait anéanti. Alcombe resta silencieux un long moment. « Tu crois qu'elle voulait le tuer ?» La voix de Miss Marple était douce. « Non. Je pense qu'elle voulait l'effrayer. Peut-être prendre la lettre, ou le forcer à promettre le silence. Mais les gens comme Horace ne cèdent pas. Ils ricanent. Ils provoquent. » Il hocha lentement la tête. Et quand elle le fit une fois le texte terminé, elle essaya de faire croire qu'il avait lui-même écrit une confession. « Oui, » dit Miss Marple. Mais c'était son erreur. Horace d'Enscombe n'écrivait jamais de pensées inachevées. Il ne s'adonnait pas à l'ambiguïté. C'était un homme aux arêtes vives. Cette note qu'il tenait à la main était trop dramatique, trop théâtrale. Elle ne lui ressemblait pas du tout. Alcombe émit un petit rire. Je l'avais remarqué aussi. Mais je l'ignorais. Miss Marple sourit faiblement. Voyez-vous, inspecteur, on le fait souvent. On nous apprend à chercher des empreintes digitales, des traces de pas, du sang et des tissus. Mais la nature humaine, c'est bien plus révélateur. Et bien plus fiable. Il regarda son salon, les étagères bien rangées, les napperons en dentelle, les modestes peintures à l'huile, puis la regarda de nouveau. « Vous arrive-t-il de vous tromper, Miss Marple ?» Elle eut un petit rire pensif. « Oh, plus que je ne veux l'admettre. Mais rarement à propos des gens. Pas quand on a passé autant de temps que moi à observer comment ils marchent, comment ils mentent, comme ils aiment. Et comment ils se désintègrent. » Il se leva alors, saluant son chapeau. « Vous m'avez donné matière à réflexion. » Elle le raccompagna jusqu'à la porte, et tandis qu'il sortait au soleil, il se retourna. « Il y a une chose que je ne comprends toujours pas, » dit-il. « Pourquoi Horace n'a-t-il pas publié l'article? Celui que Madame Bantry a trouvé ?» Les yeux de Miss Marple pétillèrent. « Je crois qu'il en avait l'intention. Mais je soupçonne qu'il voulait aussi un peu d'excitation avant. Cette note dans le programme de la fête était destinée à susciter l'impatience.
Voyez-vous, Horace se prenait pour un dramaturge. Il aimait le public. Mais même lui ne se rendait pas compte à quel point cette représentation serait dangereuse. La porte se referma doucement derrière lui. En début d'après-midi, le village commençait à se calmer. La Gazette publia un article respectueux, pièce une brève nécrologie évoquait le dévouement d'Horace d'Inscombe à la littérature, sans mentionner de scandale ni d'exposés inachevés. La guirlande de la fête fut retirée. La fanfare annula les répétitions. Et l'Institut des femmes, après une longue réunion à huis clos, décida de reporter le concours annuel de confiture par convenance. Mais certains, comme Madame Bantry, vinrent lui rendre visite. Elle arriva juste après le thé avec une nouvelle boîte de biscuits au raisin et une douzaine de questions enfouies dans ses yeux. « Jane, dit-elle en s'asseyant sur sa chaise habituelle, tu dois tout me dire. » Tout le monde a deviné. On dit que Felicity Gringage n'est peut-être pas son vrai nom. Est-ce vrai? Mademoiselle Marple hocha la tête. Son vrai nom était Felicity Elston. Elle n'a jamais connu ses parents. Élevée par une cousine qui vécut un temps au village, mais qui mourut jeune. Son lien avec Margaret était connu de très peu. Et Horace? Demanda Madame Bantry. Il savait, dit Mademoiselle Marple. Ou du moins, il l'a découvert. Et il s'y accrochait comme une carte qu'il pouvait jouer quand bon lui semblait. Madame Bantry gloussa d'un air désapprobateur. Cet homme adorait vraiment se faire des ennemis. Miss Marple remua son thé. Oui, mais même les ennemis sont des gens, Dolly. Et les gens souffrent d'une étrange façon. La vie de Felicity était modeste mais ordonnée. Elle s'était taillée une place ici. Et elle croyait que cette place disparaîtrait dès que ses origines seraient révélées. Et est-ce que ce serait le cas? Demanda Madame Bantry. Miss Marple resta silencieuse un instant. Puis elle ajouta, certains l'auraient bavardé. D'autres auraient haussé les épaules. Mais c'est sa peur qui a fait le mal, pas la vérité elle-même. Ils restèrent assis dans un silence complice, celui qui naît d'une longue amitié et d'un savoir partagé. Finalement, Madame Bantry soupira. « J'espère vraiment que le comité des fêtes ne me demandera pas de présider l'année prochaine. Je ne peux pas regarder un couteau à gâteau sans me sentir mal. » Miss Marple rit doucement. On pourrait peut-être les persuader d'essayer des cuillères en bois. Beaucoup moins dramatiques. Dehors, les nuages commencèrent à se dissiper, un rayon de soleil éclairant le treillis de rosiers près du portail. Le monde, comme toujours, continuait son chemin. Mais à l'intérieur, Miss Marple demeurait immobile, les dernières pages du mystère se repliant doucement sur sa mémoire. Elle avait tout vu avant les blessures que le temps ne cicatrise jamais complètement, les secrets trop longtemps retenus et les plaquages fragiles que les gens arboraient pour survivre. Et dans tous les cas, il ne s'agissait jamais seulement de ce qui s'était passé. Il s'agissait de savoir qui étaient les gens lorsqu'ils pensaient que personne ne les regardait. L'automne s'installe tranquillement à Lydney Barton. Comme toujours, il perturbait les arbres bordant la place du village en une explosion d'or et de rouille, projetant des volutes de fumée de bois dans le ciel matinal et instaurant un calme qui semblait s'installer sur les toits et les ruelles étroites. Pourtant, malgré tout le charme saisonnier, une légère tension subsistait dans l'air, comme l'écho de quelque chose d'inachevé. Le meurtre de la fête, bien que résolu, avait laissé des traces. Les gens parlaient à voix basse. Les conversations au Red Goose étaient désormais plus prudentes, moins assurées. Les sourires persistèrent un instant de trop, comme si les gens se demandaient si l'amabilité ne pouvait être confondue avec la dissimulation. Et le nom de Mademoiselle Gringage, bien qu'absent des lèvres, flottait juste en dessous. Son absence faisait l'effet d'une chaise manquant à sa place habituelle lors d'une réunion de village, perceptible mais jamais reconnue. L'Institut des femmes avait repris ses activités habituelles, bien que le concours de confiture fût reporté sine die. Madame Jeffrey retourna à sa mercerie, faisant comme si elle n'avait pas découvert la lettre qui avait dévoilé les secrets du village. Georges Littleton, autrefois suspect, marchait maintenant avec une sorte de fierté prudente, purifiée de tout mal, mais consciente de la proximité des soupçons qui l'avaient effleuré. Mademoiselle Marple,
comme toujours, restait au centre du village et à la fois à l'écart de tout. Elle se déplaçait avec sa grâce tranquille habituelle, rendant des visites, tricotant des écharpes pour le bazar de l'église et commentant la météo d'une manière qui lui paraissait d'une nouvelle perspicacité. Mais derrière son doux sourire se cachait la connaissance de choses non dites, de vérités partiellement révélées et de ceux qui marchaient encore, l'ombre derrière eux. Par un après-midi frais d'octobre, elle reçoit une visite. L'inspecteur Alcombe se tenait devant le portail de son jardin, chapeau à la main, non pas en sa qualité officielle, mais en homme ayant des pensées à partager. Elle l'accueillit à l'intérieur, mit la bouilloire à bouillir et disposa le gâteau aux fruits qu'elle avait préparé la veille. « Je me rends compte que je pense encore à elle, » dit-il en s'installant dans le fauteuil près de Latz. « Mademoiselle Greengage. Ou plutôt, Felicity Elston. » Mademoiselle Marple hocha la tête. Oui, elle laissa une forte impression. C'est toujours plus difficile quand le responsable n'est pas monstrueux, juste profondément effrayé. Elle a été transférée dans un établissement du Wiltshire, ajoute Alcombe. Le magistrat a accepté des soins psychiatriques plutôt qu'un procès formel, compte tenu des circonstances. Le tribunal a estimé qu'elle ne représentait aucun danger pour autrui. Probablement vrai, dit mademoiselle Marple. Le danger s'est estompé dès que son secret a été révélé. C'est la dissimulation qui a causé les dégâts. Alcombe regarda le feu. Tu avais raison, tu sais. C'était le passé qui avait fait le mal. Pas les faits, mais la peur qu'il provoquait. Miss Marple versa le thé et lui tendit une tasse. Dans un village comme le nôtre, dit-elle, les gens croient que leur identité est figée, façonnée par des rôles, des réputations et des histoires discrètes. Quand ces éléments sont menacés, ce n'est pas la logique qui les pousse à se tourner. C'est la préservation. Il but une gorgée en silence. Je suppose que je suis venu poser une dernière question. Miss Marple croisa les mains. Allez, tu crois que les autres étaient au courant? Elle haussa légèrement les sourcils. Enfin, avant que Horace ne trouve la lettre. Tu crois que quelqu'un d'autre au village était au courant de la filiation de Felicity? Miss Marple réfléchit à la question. Oh oui, dit-elle doucement. Pas beaucoup, mais assez. Les secrets, voyez-vous, ont le don de s'immiscer dans la trame des petits espaces. Un lapsus, une lettre mal adressée, une vieille photo. Mais savoir et parler, ce n'est pas la même chose. On peut deviner, voire soupçonner la vérité, mais tant qu'elle n'est pas dite à voix haute, elle reste gérable. Alcombe hocha lentement la tête. Vous êtes ici depuis longtemps, Miss Marple. Vous en avez vu beaucoup. Trop et pas assez, répondit-elle, une lueur dans les yeux. Mais j'ai appris que la culpabilité prend de nombreuses formes. Tout comme le silence. Il se leva pour partir, la remerciant une fois de plus. Dehors, le soleil de l'après-midi éclairait la cime des arbres, les illuminant d'un éclat fugace. Miss Marple, debout à la porte, le regarda disparaître dans le chemin. Plus tard dans la semaine, une lettre arriva à son cottage, non signée, le cachet de la poste taché. À l'intérieur se trouvait une simple feuille de papier avec une seule ligne tapée du même style irrégulier qu'auparavant. Merci de m'avoir reçu, même si je ne savais pas qui j'étais. Il n'y avait pas de nom, mais ce n'était pas nécessaire. Miss Marple rangea la lettre dans son bureau et retourna à son tricot. Le village se préparait. Lentement, doucement, comme toujours. Madame Bantry revint quelques jours plus tard, rapportant des ragots sur la nièce du vicaire, qui s'était apparemment prise d'affection pour le jeune docteur Lonsdale. Mademoiselle Marple écouta avec un intérêt poli, mais ne dit pas grand-chose. Le rythme de la vie du village avait repris, le souper des moissons avait repris et les sonneurs répétaient pour la Toussaint. Pendant qu'il prenait le thé, Madame Bantry songea à voix haute. « Tu n'as jamais pensé, Jane, que certaines personnes naissent simplement malchanceuses. Pauvre Felicity. Elle aurait peut-être vécu une vie paisible si Horace avait laissé les choses tranquilles. » Miss Marple regarda le jardin. Les chrysanthèmes fleurissent tôt cette année. Je ne crois pas à la chance, dit-elle enfin. Seulement au choix. Les siens. Salut. Et ce fait bien avant qu'ils puissent en comprendre les conséquences.
Madame Bantry soupira, prit un autre biscuit et changea de sujet. Dehors, l'horloge du village sonna 5 heures. Quelque part, un rideau était tiré. Un chien aboya. 2 écoliers passèrent à vélo, leurs rires résonnèrent dans la verdure. Miss Marple observait la scène d'un regard calme et posé. Un autre mystère se refermait. Une autre blessure s'ouvrait et, avec le temps, se cicatrise. Dans un endroit comme Lydney Barton, le passé ne restait jamais complètement enfoui. Mais la vérité, révélée avec douceur et attention, pouvait retomber comme la poussière après une tempête. Ainsi, le village reprit ses secrets un peu moins secrets, sa paix un peu plus fragile, mais son cœur, toujours palpitant sous les haies et les ruelles pavées. Et Miss Marple, toujours vigilante, toujours bienveillante, reprit tranquillement son tricot. Monsieur Littleton, un homme mince et filiforme, aux yeux larmoyants et ayant tendance à rougir sous la pression, ne se rendit pas service lorsqu'on l'interrogea. « Je n'ai pas quitté la fête, balbutia-t-il. Je suis allé à la cuisine de la sacristie chercher un pichet de limonade. Je me suis arrêté pour parler à mademoiselle Listet de la tombola. Dois-je tout répéter ?» Alcombe le regarda froidement. « Vous êtes resté hors de vue pendant environ 25 minutes, monsieur Littleton. » Pendant ce temps, Horace Danscombe fut poignardé avec un couteau à gâteau et laissa un message mystérieux dans sa main. « Je n'ai jamais vu de message, » dit-il rapidement. « Bien sûr que non. Pourquoi l'aurais-je vu? Je n'étais pas près de la scène. » L'inspecteur prit quelques notes, observant le tapotement nerveux du pied de George. « Et vous et monsieur Danscombe, comment allez-vous? » Eh bien, George hésita. C'était difficile. « A service. » Il n'écoutait pas toujours les suggestions. Mais nous avons travaillé ensemble pendant des années sur la fête. Nous avions notre rythme. Rythme, répéta Alcombe sèchement. Vous êtes-vous disputé récemment? George Tressel. Pas vraiment. Juste les désaccords habituels. Il trouvait que je n'avais pas commandé assez de guirlandes. Je lui ai dit que nous avions réutilisé la même guirlande pendant 5 ans et qu'elle était parfaite. Un détail, peut-être, mais Alcombe remarqua leur attitude défensive. Les petites choses comptent souvent plus. Alors que George sortait de l'interrogatoire, pâle et en sueur, une autre visiteuse arriva spontanément dans la sacristie transformée en salle d'interrogatoire. Mademoiselle Felicity Gringash. Elle marchait d'un pas rapide et serrait un sac à main comme s'il contenait l'Arche d'Alliance. « Je me suis souvenu de quelque chose, » déclara-t-elle avant même de s'asseoir. « Quelque chose que je n'avais pas dit auparavant. » L'inspecteur Alcombe, qui avait appris durant son court séjour à Lydney Barton que les villageois oubliaient rarement les choses dont ils choisissent simplement le bon moment pour se souvenir, lui fit signe de continuer. « Eh bien, dit-elle, c'est à propos du couteau à gâteau. »« L'arme du crime? » ?»« Oui, dit-elle d'une voix tremblante mais fière. « Voyez-vous, je sais d'où il vient. » Cela piqua la curiosité de Alcombe. « Allez, il faisait partie d'un coffret de prix, » dit mademoiselle Gringash. « Un coffret à manches argentées, un couteau à gâteau et une pelle à gâteau offerts par l'Institut des femmes. J'ai aidé à déballer les prix moi-même. Ce couteau devait être remis lors du concours de pâtisserie. Savez-vous qui a manipulé les prix en dernier? » Les lèvres de mademoiselle Gringash se pincèrent. Madame Bantry. Elle avait disposé l'étalage. Avant ou après le jugement? Avant. Je l'ai vu poser moi-même le couteau sur le tapis de dentelle. Alcombe hocha la tête. Merci. Vous avez été très serviable. Mademoiselle Gringash partit avec une expression qui laissait penser qu'elle avait résolu le meurtre toute seule. Madame Bantry, abordée, parut insultée par cette insinuation. J'ai à peine touché l'objet, souffla-t-elle en époussetant sa jupe. J'étais en train de disposer les prix, certes, mais je n'avais rien à voir avec le déplacement des couteaux. Après l'avoir placé, j'ai été rappelé par la pauvre Madame Pottle, dont le jupon s'était coincé dans un pied de tréteau. Vous n'êtes pas retourné à la table d'étalage? Demanda Holcombe. Pas avant le jugement. J'étais avec la femme du pasteur tout le temps. Vous pouvez lui demander. Je le ferai, répondit l'inspecteur.
Monsieur Dinscombe s'est-il approché de la table des prix à un moment donné? Pas que je l'ai vu. Mais je n'y étais pas collé, mon cher. J'essayais de respecter le planning. Tandis que l'interrogatoire se poursuivait, Mademoiselle Marple fit une visite discrète au cottage Dinscombe, à l'invitation polie de la gouvernante d'Horace, Madame Bellamy. Cette vieille dame travaillait chez Horace depuis près de 10 ans, un fait qu'elle révéla avec la fierté mélancolique de quelqu'un qui a beaucoup supporté sans en être remercié. Je lui ai dit de ne pas se mêler de l'argent des fêtes, dit-elle, s'agitant avec un plateau d'eau citronnée et une assiette de biscuits nature. Mais m'a-t-il écouté? Non, il ne m'a pas écouté. Il se croyait toujours trop intelligent. Il pensait qu'on l'admirait pour sa franchise. Mademoiselle Marple jeta un coup d'œil à la pile de journaux en désordre sur le bureau. Monsieur Dinscombe tenait-il un journal intime, Madame Bellamy? Oh non, rien de tel. Il n'était pas du genre à s'introspecter. Il écrivait tout sur des bouts de graphique, des notes éditoriales, les brouillons du bulletin paroissial, des listes de courses. Rien de convenable. Mais il griffonnait quelque chose la veille de sa mort. Savez-vous ce que c'était? Non, je n'ai pas regardé. Je l'ai entendu marmonner et gratter le stylo, mais quand je suis rentré le lendemain matin, il n'y avait rien sur le bureau. Juste une enveloppe à moitié brûlée dans la cheminée. Privé était écrit dessus. Je pensais qu'il s'était débarrassé d'une lettre qu'il ne voulait pas que quiconque lise. Le regard de Miss Marple s'est légèrement aiguisé. Avez-vous toujours l'enveloppe? Madame Bellamy a secoué la tête. Emportée avec les cendres, je suppose. Je balais la cheminée chaque matin. De retour à son cottage ce soir-là, Miss Marple a relu ses notes à la lueur des bougies. La liste des suspects s'allongeait, au lieu de s'allonger. Georges Littleton, un homme nerveux, avec 20 minutes d'absence et un mobile potentiel lié à une mauvaise gestion de fonds. Madame Bantry est la dernière personne connue à avoir manié le couteau à gâteau, mais avec un alibi plausible. Miss Gringage, trop impatiente, trop théâtrale et curieusement positionnée pour trouver le corps au bon moment. Et maintenant, une mystérieuse visite à Horace la veille de la fête, une lettre à moitié brûlée et un message inachevé serré dans la main d'un mort. Quelque part au milieu de tout cela se trouvait la vérité enfouie non pas dans des preuves, mais dans des comportements. Des motivations superposées comme des gâteaux éponges, les unes sur les autres, recouvertes du glaçage de la respectabilité. Miss Marple reprit sa broderie. Elle n'était pas encore prête à semer la zizanie. Mais elle avait mis la table. Le lendemain, le soleil perça une brume matinale au-dessus de Lydney Barton, projetant de longs rayons dorés sur les toits d'ardoise et les rosées. Ce matin-là aurait été le genre de matinée que Miss Marple décrivait comme un temps de lessive propre si le village lui-même n'avait pas eu l'impression persistante que son souffle retenait. Bien que le meurtre n'eût eu lieu que 3 jours auparavant, le rythme de la vie villageoise avait déjà commencé à s'accélérer, maladroitement. L'auberge de Loire-Rouge rouvrit ses portes, mais ses habitués burent avec plus de prudence et moins d'éclat de voix. La boulangerie reprit ses horaires habituels, mais ses tartelettes à la crème anglaise semblaient se vendre moins vite. Même la cloche du clocher sonnait légèrement faux, comme hésitante entre la joie et le deuil. Miss Marple passa sa matinée au jardin, non pas à s'occuper de ses fleurs, même si ses poids de senteur avaient besoin d'être éclaircis, mais à trier sa liste croissante d'incohérences. Ce n'étaient pas les grandes révélations qui l'intéressaient. D'après son expérience, c'étaient les choses négligées, les plus infimes anomalies, qui détenaient la clé de la vérité. C'est alors qu'elle pensa aux gants. Plus précisément, aux gants de Miss Gringage. Lorsqu'elle avait découvert le corps, elle portait une paire d'étés confortables, en coton fin, couleur ivoire. Parfaite pour se protéger du soleil et de la suspicion sociale. Mais lorsque Miss Marple l'avait vue le lendemain au commissariat, ces mêmes gants avaient disparu. En réalité, Miss Gringage portait une autre paire, bien plus foncée, plus épaisse, moins raffinée. Il n'était pas dans la nature de Mademoiselle Gringage de jeter des gants en parfait état, sauf s'ils étaient tachés ou déchirés. Mademoiselle Marple prit note et résolut d'y donner suite.
Pendant ce temps, au presbytère, l'inspecteur Alcombe se tenait de nouveau aux côtés de la femme du vicaire, Madame Pottel. Bien que patiente, elle était visiblement à court de sourires polis pour répondre à ses questions. « Je vous l'ai déjà dit, inspecteur, dit-elle en lui offrant une tasse de thé citron sans sucre, j'étais avec Madame Bantry à la table des prix lorsque le jugement commença. Nous avons tous deux vu le couteau à gâteau à sa place, et plus personne n'y a touché par la suite. Et pendant le jugement lui-même, demanda Holcomb, nous étions tous deux distraits par le fou aux groseilles de Madame Tran, qui avait subi un affaissement plutôt gênant, répondit-elle en joignant les mains. Je m'en souviens très bien, car Horace avait fait une remarque sarcastique en disant que c'était un dessert désespéré. La femme était en larmes. Cela produisait-il cet effet sur beaucoup de gens? Demanda l'inspecteur. Madame Pottel haussa les épaules avec modestie. Horace avait le don de rabaisser les gens, certes, mais dans un village comme le nôtre, difficile de trouver quelqu'un qui ne se soit pas fait insulter par lui au moins une fois. Il avait la langue bien pendue et la plume émoussée. Mais un meurtrier? Elle sirota son thé en regardant l'inspecteur par-dessus sa tasse. C'est une toute autre histoire. Alcombe repartit avec à peine plus de détails qu'à son arrivée, à l'exception d'un détail. Il avait maintenant une chronologie confirmée qui plaçait Horace vivant à la table des juges entre 14h45 et 15h05 et la table des prix intacte jusqu'après. Et pourtant, la montre s'arrêta à 15h17. De l'autre côté du pré, Miss Marple arriva au bureau de poste, soi-disant pour acheter des timbres, mais en réalité pour parler à Miss Hartley, qui s'était autoproclamée archiviste officieuse du village. « Vous avez toujours l'œil pour les bizarreries » dit Miss Marple d'un ton conversationnel en fouillant dans son sac à main. « Vous vous souvenez de la tenue de M. Denscombe à la fête ?» Miss Hartley, flattée, se pencha vers le comptoir. Oh, c'était frappant. Il portait cet horrible costume en lin beige, trop serré au coude. On aurait dit qu'il avait dormi dedans. Et une cravate à pois. Bordeaux avec des petits glands. Pourquoi demandez-vous cela? J'essayais de me rappeler s'il portait des gants, dit Miss Marple d'un ton doux. Des gants? Miss Hartley cligna des yeux. Mon Dieu, non. Horace pensait que les gants étaient réservés au type de théâtre, comme il disait. Il l'avait dit à Pâques dernier, quand la chorale avait insisté sur l'uniforme. Miss Marple sourit faiblement. Merci, ma chère. Vous m'avez aidé plus que vous ne le pensez. Elle quitta le bureau de poste et emprunta le chemin qui longeait le marché aux légumes, où une silhouette familière émergea de derrière un étalage de prunes tardives. Madame Tran, vêtue d'un chemisier vert impeccable, son regard se posa rapidement sur Miss Marple. « Miss Marple, dit-elle en s'avançant avec hésitation, puis-je vous dire un mot? » « Mais bien sûr, dit Miss Marple en s'avançant à l'ombre près du muret de pierre. Je ne voulais rien dire plus tôt. Vous comprenez, je ne voulais pas être impliqué. Mais maintenant, eh bien, je repense à quelque chose que j'ai vu. Miss Marple attendait patiemment, laissant la femme se ressaisir. C'était juste avant le début du jugement. J'aidais à installer les chaises près des hortensias. J'ai vu M. Denscombe se disputer avec quelqu'un. Une femme, pas en train de crier, mais très échauffée. Je ne les entendais pas, mais son langage corporel était agressif. Il pointait du doigt, s'approchait. Il semblait essayer de la calmer. « Avez-vous vu qui c'était » demanda Miss Marple. Madame Tran hésita. « Je n'en suis pas sûr. » Elle me tournait le dos. Chapeau, gants, chaussures confortables. C'était peut-être Miss Gringash. « Je vois, dit Miss Marple. Et l'heure? Juste avant que l'orchestre ne reprenne, peut-être 3h moins 10 ?» Miss Marple hocha la tête pensivement. « Merci, ma chère. Vous avez bien fait. » De retour dans son salon cet après-midi-là, Miss Marple étala une feuille blanche et commença à classer ses notes en 3 colonnes bien nettes. Chronologie, motifs et incohérence. Un détail lui rappela avec une clarté inhabituelle la demi-lettre froissée dans la main d'Horace Denscombe. Tout le monde avait supposé qu'elle avait été écrite lors de la fête, mais si ce n'était pas le cas? Si elle avait été écrite la veille, comme le suggérait le récit de la cheminée par Madame Bellamy, pourquoi était-elle froissée dans sa main au moment de sa mort?
Elle n'était pas pliée. Elle n'était pas rangée. Elle était serrée comme si on la lui avait fourrée dans la main lors d'une confrontation ou juste avant sa chute. Cela ouvrait deux possibilités. Soit Horace avait essayé de montrer la lettre à quelqu'un, soit quelqu'un voulait la retrouver sur lui. Elle examina à nouveau une copie de la note, réalisée à partir de la transcription de Halcombe, et ne pouvait plus la garder secrète. Ils le sauront tous avant la fin de la fête. Il y avait quelque chose d'inachevé, non seulement dans la phrase, mais aussi dans l'intention qui la sous-tendait. Une confession, possible, mais cela ressemblait davantage à une menace. Et qui, chez Lydney Barton, avait des secrets dignes d'être menacés? Miss Marple fouilla dans son tiroir et en sortit le mot anonyme qu'elle avait reçu quelques jours plus tôt. Ils sont faux. Regardez sous la surface. Elle regarda par la fenêtre, où une silhouette avançait lentement sur le chemin. C'était Miss Gringage, marchant d'un petit pas serré, la tête baissée, comme si le ciel lui-même l'observait. Miss Marple observait en silence, son tricot intact à côté d'elle. Elle en avait maintenant assez pour poser la bonne question. Mais elle attendrait. Le timing, comme le sucre dans une éponge, devait être parfait. Et quelque chose lui disait que le prochain rebondissement était déjà en route. La semaine qui suivit la fête s'écoula comme une chaussette mouillée, inconfortable, inéluctable et pleine d'une vague appréhension. Lydney Barton, d'habitude animé par une routine soignée et une joie tranquille, vacillait maintenant sur ses fondations, craquant sous le poids de la suspicion. Les portes s'ouvrirent plus lentement. Les salutations furent timides. Le tintement de la Chine dans le salon de thé n'était plus accompagné de rire, mais par des voix étouffées et des yeux dardés. Le village s'était tourné vers l'intérieur. Et mademoiselle Marple, bien qu'elle ait continué à s'occuper de ses roses et à assister à Evensong avec la modestie habituelle, avait commencé doucement, très doucement, à sonder. Son premier arrêt n'était pas de remettre en question, mais d'écouter. C'était au domicile de mademoiselle Listet, une femme verticale avec un penchant pour les colliers raides et des opinions rigides. Elle avait pris mal peu de temps après la fête, du moins les potins l'ont dit, et Miss Marple est arrivée avec un panier de scones et du miel de lavande sous le couvert d'une visite amicale. Mademoiselle Listet, jamais pour refuser un scone fraîchement cuit, l'a inauguré avec le vague inconfort d'une femme inutilisée à des invités inattendus mais ne veut pas être impolie. Il parlait d'abord des choses inoffensives. Feu l'Hortensia Bloom, la grammaire scandaleusement pauvre dans le dernier numéro de la Lydney Gazette, et si la nouvelle série de sermons du vicaire était trop feu et soufre pour une congrégation estivale. Puis, délicatement, Miss Marple détourna la conversation. Les éditoriaux d'Horace me manquent, aussi acerbes soient-ils. Toujours plein d'observations. Miss Lister renifla. Des observations, certes, mais toujours teintées de venin. Cet homme était un danger pour les réputations. Saviez-vous qu'il avait un jour qualifié mon exposition de broderies ambitieuses mais sans but précis? Dans la presse. Le sourire de Miss Marple s'élargit légèrement. Je ne l'avais pas entendu. Il avait vraiment le don de choisir ses mots. Les lèvres de Miss Listet se pincèrent. Il avait le don de menacer les gens, voilà ce qu'il avait. Le mois dernier encore, j'ai entendu dire qu'il préparait quelque chose de très désagréable à propos de quelqu'un du village. Les doigts de Miss Marple s'arrêtèrent sur sa tasse de thé. Vraiment? Je ne sais pas qui, dit Miss Listet, sa voix se réduisant à un murmure. Mais il rassemblait des choses. Des notes, peut-être des lettres. Et il dit à Madame Jeffrey qu'il allait secouer le village jusqu'à ses racines. C'était sa formule. Miss Marple accueillit la nouvelle avec sa grâce habituelle, son esprit tissant déjà une toile familière. Curieux timing, donc, qu'il trouve la mort juste avant la publication. Miss Listet hocha la tête, soudain troublée. Je suppose que oui. Mais je n'en saurais pas plus. Plus tard dans la journée, Miss Marple s'arrêta dans l'arrière-salle de la salle paroissiale, où Madame Bantry supervisait le nettoyage des nappes de fête par les jeunes filles de l'Institut féminin. « Oh, Jane, dit Madame Bantry en retirant ses gants en caoutchouc avec un soupir, quel désastre tout cela! Pauvre Horace! Et les murmures?
Ça devient insupportable. Je ne peux même pas aller au marché sans que quelqu'un me regarde comme si j'avais empoisonné leur soupe. Miss Marple tapota la main de sa vieille amie. C'est la nature d'un village sous tension. Comme des abeilles dérangées dans la ruche, bourdonnantes, confuses, prêtes à piquer quiconque bouge. Madame Bantry eut un petit rire larmoyant. « Je te fais confiance pour rendre le meurtre si familier. » Elles s'assirent avec une théière et une assiette de digestif. Ce n'est qu'à ce moment-là que Miss Marple aborda la question de la table des prix. « Tu es sûr que le couteau était à sa place quand tu es parti aider Madame Pottel ?» Madame Bantry hocha la tête. « Oui, je l'ai placé soigneusement à côté du trophée de Génoise. Argenté, long, avec l'écusson de la fête sur le manche. Il était poli et reflétait la lumière. Et personne d'autre ne s'est approché de la table pendant ton absence? Je ne saurais dire, admit-elle. Je ne suis pas parti plus de 5 minutes, mais les gens s'agitaient. Ce genre de vacarme avant de juger. Vous savez comment c'est. » Miss Marple hocha lentement la tête. Il fallait juste que quelqu'un retire le couteau avant de l'utiliser, puis s'approche suffisamment de M. Dinscombe sans attirer l'attention. Madame Bantry baissa la voix. « Vous ne pensez pas que c'était George Littleton, n'est-ce pas? Je pense que George Littleton est précisément le genre de personne que l'on s'attend à voir coupable, dit Miss Marple doucement. Et ça peut être très utile à celui qui l'est vraiment. » Cet après-midi-là, une pluie d'été soudaine s'abattit sur Lydney Barton, tambourinant sur les vitres et inondant les gouttières le long de la pelouse. La plupart des villageois se précipitèrent chez eux, sauf Miss Gringage, qu'on vit traverser le cimetière en courant, son manteau flottant, vers le bureau de la Gazette. Miss Marple, observant sous élevant toit de la boulangerie, le remarqua. Elle avait une intuition, pas encore tout à fait confirmée, et elle commençait à prendre racine. Lettre déchirée. Pas de signature. Et quelqu'un qui ne voulait pas qu'elle soit terminée. Bienvenue à Vérités Obscures, je suis votre hôte Louis. J'aimerais savoir d'où vous nous rejoignez ce soir. La lecture de vos commentaires donne vie à cette histoire. Commençons. La fête annuelle du jardin de Sainte-Mildred, dans le village de Lydney Barton, était, de l'avis général, un événement tout à fait prévisible. Les banderoles avaient été tendues de la porte du presbytère à celle du cimetière par l'Institut des femmes. Les tables s'affaissaient sous le poids des biscuits Victoria, des tartelettes à la confiture et des gâteaux aux graines. La fanfare de Welford, non loin de là, jouait un air vaguement triomphant en fond sonore, et le révérend Pottel rayonnait devant tout le monde, tel un homme convaincu que l'harmonie et le gâteau éponge pouvaient conjurer les maux du monde. Miss Marple, modestement assise sous un parasol rayé près du stand de tombola, semblait somnoler. Ses gants de dentelle blanche étaient soigneusement pliés sur ses genoux, et le léger frémissement de ses paupières aurait pu être pris pour de la somnolence. Mais en vérité, rien ne manquait à ses yeux bleu pâle. Elle avait déjà remarqué que la nièce de Madame Bantry, celle à la coupe de cheveux moderne et aux chaussures dépareillées, donnait beaucoup trop souvent des coups d'œil au jeune docteur Jérémie Lonsdale, qui semblait indifférent ou peut-être feignait poliment de lettres, et que la femme du colonel Wetral n'était décidément pas en bons termes avec mademoiselle Listet, malgré leurs vaillants efforts pour paraître cordiales. La nature humaine, disait souvent mademoiselle Marple, est comme une broderie. Ce qu'on voit en surface est rarement l'image complète. Puis cela arriva. La foule autour de la table de jugement des gâteaux commença à s'agiter, plus que la compétition polie habituelle. Un cri aigu retentit derrière le chapiteau. Plusieurs personnes se retournèrent. C'était mademoiselle Felicity Gringage, ancienne institutrice, vieille fille de toujours et dispensatrice de correction grammaticale non sollicitée, qui avait fait ce bruit. Elle resta figée, la main pressée contre la bouche. Son chapeau de paille, bien pensé, était légèrement de travers. Derrière elle, à moitié dissimulé par un grand buisson d'hortensia, gisait le corps de M. Horace Dinscombe, rédacteur en chef de la Lydney Gazette et trésorier de la fête de cette année. Il était bel et bien mort. Un couteau à gâteau en argent,
dont le manche était orné des armoiries de la fête, était planté dans son flanc. En quelques instants, la fête se transforma en chaos. Le révérend Potel appela au calme. Madame Bontry s'évanouit sur un plateau de brioches glacées. Le docteur Lonsdale s'agenouilla près du corps avec une solennité professionnelle, bien qu'il fût manifestement trop tard pour autre chose que les derniers sacrements. Et quelque part en arrière-plan, la fanfare atteignit le crescendo final de terre d'espoir et de gloire avant de s'éteindre maladroitement. Miss Marple, les yeux toujours fixés sur la scène, ne se leva pas. Au lieu de cela, elle ajusta légèrement son ombrelle et murmura presque pour elle-même. « Mon Dieu! Un meurtre à la fête du jardin! » Cela ne s'était pas produit depuis que la soirée de bridge de la pauvre Madame Chatterton avait été interrompue par ce fâcheux incident avec la pâte de curry. Personne ne l'avait entendu. Mais si cela avait été le cas, on se serait peut-être demandé pourquoi elle semblait intriguée, non pas choquée. Lydney Barton était le genre de village où les nouvelles voyagent plus vite que les sons, les odeurs ou les sens. Lorsque la police arriva, appelée par un jeune garçon essoufflé à bicyclette et sous les gestes déterminés de Madame Pénélope Crowthorne, tout le monde, du laitier à la modiste, savait que Horace Dinscombe était mort, qu'un couteau à gâteau avait fait le coup et que la pauvre mademoiselle Gringage avait failli s'évanouir. Naturellement, chacun avait son avis. Dans le salon de la maison de la Postière, 4 femmes débattent de l'événement autour de tasses de thé et de quérès. Mademoiselle Hartley, vieille fille et peintre amateur de chiens, était certaine qu'il s'agissait d'un crime passionnel. « Croyez-moi, déclara-t-elle, le chignon frémissant d'indignation, Horace Dinscombe était un dragueur. Il accordait toujours beaucoup trop d'attention à cette veuve au chapeau vert. Comment s'appelait-elle déjà? Madame Jeffrey, propriétaire de l'unique mercerie de Lydney Barton, pinça les lèvres. Madame Tran, et ce n'est pas une vraie veuve. Je sais que son mari s'est enfui en Australie et lui envoie des lettres chaque Noël. Elle préfère simplement le statut social. Elle sirota son chéri délicatement. Quoi qu'il en soit, je doute qu'elle ait eu la force de poignarder. Le couteau s'est enfoncé proprement et fermement. Pas une main de femme, dis-je. Les 2 autres hochèrent la tête avec l'air sérieux de ceux qui avaient vu un documentaire sur le crime. Ailleurs, dans le confort douillet du Red Cruisin, les hommes avaient leur propre théorie. M. Pendlebury, inspecteur des chemins de fer à la retraite, insista sur le fait qu'il s'agissait d'un vol qui avait mal tourné. Rédacteur en chef ou pas, marmonna-t-il, Dinscombe s'occupait des recettes de la fête, n'est-ce pas? Il avait l'enveloppe sur lui, tout le monde le savait. Trop d'argent en circulation. Ce genre de tentation attire les mauvaises personnes. Oui, mais qui, à Lydney Barton, ferait une chose pareille? Demanda le jeune Alfie Cribb, qui livrait des œufs et se prenait pour un homme du monde. Il faudrait être idiot ou désespéré. Et personne ici ne l'est non plus. Parlez pour vous-même, grogna M. Udleston, qui tenait la station-service et avait toujours l'air vaguement agacé. Beaucoup de désespoir derrière des portes closes. On n'en parle pas en plein jour. De retour au presbytère, le révérend Potel arpentait la cheminée du salon, marmonnant des passages bibliques et serrant sa soutane dans ses poings anxieux. « Un meurtre » répéta-t-il à sa femme, comme si le mot lui-même pouvait changer de sens s'il le répétait assez souvent. Dans l'enceinte de l'église, pendant la fête champêtre, c'est sans précédent. Impie, Kate Dira Elvec, Madame Potel, une femme aux jupes de l'impratique et aux opinions bien arrêtées, lui retira la boîte à biscuits. L'évêque dira que c'est tragique, Harold, et s'attendre à ce que tu continues. Maintenant, cesse de gigoter. Quant à Miss Marple, elle était rentrée tranquillement à son cottage après avoir fait son bref compte-rendu aux agents de police qui arrivaient, un jeune homme respectueux du nom de l'inspecteur Derrick Alcombe, fraîchement arrivé de Salisbury et encore peu habitué au village où les dames avec leurs sacs à tricot remarquent plus que les hommes avec leurs carnets. Maintenant, dans le doux silence de son salon, elle était assise avec un plateau de thé et un journal soigneusement plié, bien qu'elle ne lisait pas. Son esprit était occupé à cataloguer les expressions, les intonations, les hésitations subtiles,
la façon dont Madame Bantry avait regardé non pas le corps mais la table à gâteau, l'étrange absence de Madame Tran lors du vacarme initial, et l'étrange maladresse du cri de Miss Gringash. C'était juste un peu trop tard. Miss Marple n'était pas encline aux conjectures dramatiques, mais elle croyait fermement que même les petits crimes nécessitaient un mobile, et que les grands crimes, comme le meurtre, étaient rarement commis par des inconnus. Elles naissent de vieilles rancœurs, d'amertume cachée et de ce genre de jalousie mesquine qui couvait au fil des ans comme l'humidité sur un toit de chaume. Le lendemain matin, le ciel était humide et gris, la guirlande de la fête flottant encore tristement au-dessus de la verdure, hésitant entre la fête et le deuil. L'agent Bath, le visage rouge et bien intentionné, patrouillait le secteur avec une diligence exagérée. Pendant ce temps, l'inspecteur Alcombe installe un bureau d'enquête temporaire dans la sacristie, où il recueillait les dépositions des villageois, qui alternent entre coopération excessive et innocence théâtrale. À l'épicerie du village, Madame Grove distribuait des ragots avec le journal du matin. Elle disait qu'il tenait quelque chose dans son autre main. Ni le couteau ni autre chose. Elle baissa la voix pour murmurer d'un air conspirateur. Un bout de papier, entendis-je. Froisse. À moitié écrit. On dirait une lettre de suicide. Non, une lettre de suicide, renifla Mademoiselle Hartley, venue chercher une boîte de lait concentré, mais restée pour les spéculations. Comment se poignarder dans le dos avec un couteau à gâteau? Et pourquoi Horace d'Enscombe, parmi tous les hommes, écrirait-il une lettre inachevée lors d'une fête champêtre? Cet homme ne lèverait pas la plume s'il n'était pas payé au centimètre près. Pourtant, marmonna Madame Grove, visiblement réticente à abandonner la théorie, et s'il s'agissait d'un aveu ou d'un avertissement, l'inspecteur Alcombe, quant à lui, n'était encore convaincu de rien. Il avait visité la résidence des Dinscombe, une maisonnette en désordre avec des piles de journaux et un chat à l'odeur aigre, et n'avait trouvé que peu d'utilité immédiate. Curieusement, les recettes de la fête étaient comptabilisées. Soigneusement scellées dans l'enveloppe du trésorier, elles avaient été récupérées dans la poche intérieure de la veste d'Horace. Aucune trace d'effraction, aucune trace de vol. Mais le papier. Oui, c'était étrange. Dans l'autre main d'Horace, humide et froissée, se trouvait une demi-feuille de papier à lettres. L'écriture était irrégulière, l'encre maculée, et seuls quelques mots étaient lisibles. Impossible de garder le secret plus longtemps, tout le monde le saura avant la fin de la fête. L'inspecteur Alcombe l'avait envoyé au laboratoire de Salisbury, mais le sens persistait comme le parfum de la lavande humide sur les bancs de l'église. De retour dans son jardin, Miss Marple taillait ses roses de fin d'été avec une lenteur délibérée. Elle n'avait aucune envie d'intervenir pour l'instant. Elle préférait laisser les gens se détendre avant de les aider à se ressourcer. Mais quelque chose dans cette lettre la troublait. Non pas les mots eux-mêmes, bien qu'ils fussent certainement inquiétants, mais l'idée d'Horace d'Enscombe, méticuleux et suffisant, laissant un jour une chose aussi dramatique qu'une confession à moitié écrite se froisser dans son poing. Non, cela ne lui convenait pas du tout. Elle y pensait encore lorsqu'elle reçut une visite plus tard dans l'après-midi. Le jeune docteur Lonsdale, pâle et inhabituellement nerveux, apparut à son portail, son chapeau à la main. « J'espère ne pas vous déranger, Miss Marple, dit-il, les yeux rivés vers l'allée. Eh bien, je me demandais si je pouvais vous demander votre avis. Miss Marple sourit doucement. Bien sûr, ma chère. Pourquoi n'entrez-vous pas? Alors qu'il entrait dans son salon bien rangé, les yeux errants comme s'il craignait d'être entendu par les tasses de thé, Miss Marple remarqua deux choses à la fois. Ses doigts tremblaient et une légère trace de couleur pâle sur sa manchette. De la farine. De la farine à gâteau, pour être précise. Elle versa le thé et attendit. Certaines vérités, elle le savait, se révélaient non pas par la confession, mais par ce genre de silence que la plupart des gens ne supportent pas. Le tic-tac de l'horloge de la cheminée de Miss Marple emplissait la pièce comme un doux métronome de tension polie. Le docteur Jérémie Lonsdale était assis au bord de son fauteuil fleuri, sa tasse de thé intacte. Dehors, une pluie fine commença à tomber,
creusant des creux sur les pétales de ses géraniums et projetant un reflet grisâtre sur l'allée derrière le portail. « Je ne vous dérangerai pas avec ça, dit-il enfin, les yeux fixés sur ses genoux, sauf que, bon, je ne sais pas trop à qui d'autre m'adresser. Ce n'est pas vraiment un truc pour la police. » Miss Marple fit un petit signe de tête encourageant. « Oh, je trouve que les gens savent généralement à qui parler, qu'ils l'avouent ou non. Commencez là où vous sentez que vous devez le faire. » Le docteur Lonsdale se frotta le front du pouce. « Il s'agit d'Horace Denscombe, en fait. Ou plutôt, j'ai vu quelque chose d'étrange. Je ne sais pas si c'est important ou non. » Miss Marple croisa les mains sur ses genoux. L'importance d'une chose réside souvent dans son timing, pas dans la chose elle-même. Il eut un petit rire, puis parut honteux. « Voyez-vous, la veille de la fête, j'ai été appelé chez Madame Foster pour des nerfs chroniques, rien de dangereux. Mais en partant, je suis passé par hasard devant le bureau de la Gazette. J'ai vu Horace par la fenêtre. Il était là avec quelqu'un. Un homme, je crois. C'était le crépuscule, et j'étais pressé, alors je ne me suis pas arrêté. Mais ils se disputaient, de façon assez visible. Des gestes de la main, ce genre de choses. » Miss Marple haussa légèrement un sourcil. « Savez-vous qui était l'autre homme? » ?»« Non, juste une silhouette. Mais il était grand. Plus grand qu'Horace, en tout cas. Peu d'hommes correspondaient à ce profil au village. »« Non, vraiment, dit-elle doucement. Et vous n'en avez pas parlé à l'inspecteur Alcombe? » Le docteur Lonsdale hésita. « Je ne pensais pas que cela importait. Et maintenant, eh bien, je n'en suis plus certaine. Il aurait pu s'agir de l'argent de la fête, ou d'un problème éditorial. Horace n'a jamais été un diplomate. » Miss Marple émit un bourdonnement pensif. Ce n'était peut-être rien, mais les querelles existent rarement seules, je trouve. Elles sont comme les mauvaises herbes. Il est rare qu'une pousse sans que quelques autres ne poussent sous terre. Il baissa de nouveau les yeux, les sourcils froncés. « Il y a autre chose. En examinant le corps d'Horace, avant l'arrivée de la police, j'ai remarqué que sa montre était arrêtée à 3h17 précise. L'agent a dit qu'elle avait pu être cassée lors de la chute, mais cela m'a semblé étrange. Il adorait cette montre. Il la remontait tous les jours. Je ne m'attendrai pas à ce qu'elle s'arrête, sauf en cas de mésaventure. » Miss Marple resta silencieuse un instant. Puis elle se leva et alla au buffet, en prit une petite boîte à biscuits en forme de maison. Elle l'ouvrit et lui en offrit une. « Je trouve toujours que les sablés aident à démêler les pensées embrouillées, » dit-elle en souriant. Il en prit une, plus reconnaissant du geste que du biscuit lui-même. « Je vous ai probablement fait perdre votre temps, » dit-il en se levant. « Mais je ne voulais pas garder ça pour moi si cela signifiait quelque chose. »« Merci, Miss Marple. Vous n'avez rien perdu, mon cher, » répondit-elle. « La vérité, c'est un peu comme la lumière du soleil à travers des rideaux de dentelle, elle trouve toujours un moyen de passer, même si le motif est long à discerner. » Il parut momentanément réconforté avant de soulever son chapeau et de disparaître dans la rue pluvieuse. Alors que la porte se refermait derrière lui, Miss Marple se retourna et fixa longuement le mur de son salon. Une dispute, une montre arrêtée, et un homme plus grand que Horace. Il n'y en avait pas beaucoup à Lydney Barton. Elle ferait une liste. Ailleurs, l'inspecteur Alcombe était de plus en plus irrité. Non pas contre les villageois eux-mêmes, même si leur serviabilité frisait le théâtre, mais contre l'absence de suspects évidents. Denscombe avait des ennemis, certes, mais aucun avec un passé violent. Des griefs légers, des grognements étouffés, des affronts éditoriaux, des dettes impayées de parties de bridge, des lettres à l'éditeur restées inédites. Et puis il y avait l'affaire de la lettre inachevée. Un casse-tête sans fin. L'encre, avait dit le laboratoire, correspondait au stylo-plume retrouvé dans la poche du gilet de Denscombe. Elle avait donc probablement été écrite par le défunt. Mais le contenu était d'un flou exaspérant. On ne peut plus garder le secret, ils le sauront tous avant la fin de la fête. Quel secret? Qui était-il? Était-ce une menace, un aveu ou un avertissement? L'inspecteur soupira et se frotta les tempes.
Il avait déjà interrogé mademoiselle Gringage à 2 reprises. Elle avait trouvé le corps, après tout. Mais la femme n'avait pas grand-chose à ajouter, au-delà du cri initial et du souvenir d'avoir trébuché sur une racine près des hortensias. Elle n'avait vu personne d'autre à proximité. Elle n'avait rien remarqué d'étrange non plus avant la découverte. Je faisais juste un tour sous le chapiteau, avait-elle insisté en se tordant les mains gantées. C'était trop bruyant près du kiosque à musique. J'ai des maux de tête. Je n'avais aucune intention de tomber sur quoi que ce soit, surtout pas ça. Elle était devenue toute verte à ce souvenir. Pourtant, Alcombe n'était pas entièrement satisfaite. Quelque chose dans sa voix semblait répéter. Trop rodé pour une femme véritablement sous le choc. Mais il n'y avait aucune preuve de quoi que ce soit, seulement des instincts. Et dans un village comme celui-ci, les instincts pouvaient être un terrain dangereux. Tout le monde semblait normal, jusqu'à ce que ce ne soit plus le cas. Ce soir-là, alors que la pluie s'installe, Miss Marple reçoit la visite d'un autre invité, cette fois-ci, non pas en personne, mais par courrier. L'enveloppe ne portait pas d'adresse de retour. À l'intérieur se trouvait une page pliée, arrachée à un magazine. Un court message, tapé à la machine, était écrit à intervalles irréguliers. Ils pensent tous qu'il a été tué pour de l'argent. Ils ont tort. Il faut chercher sous la surface, toujours sous la surface. Toutes les lettres ne sont pas faites pour être postées. Miss Marple relut le mot 3 fois. Puis elle le rangea soigneusement dans son bureau, à côté d'un carnet déjà rempli de noms, d'habitudes et de bizarreries. Le message anonyme confirma ce qu'elle soupçonnait déjà. Il ne s'agissait pas d'une banale querelle de village devenue fatale. Quelqu'un avait déployé des efforts considérables pour structurer le récit. Et quelqu'un d'autre, peut-être l'expéditeur, souhaitait qu'elle approfondisse ses recherches. Miss Marple ne croyait pas aux enquêtes précipitées. La vérité, comme une théière bien infusée, demandait du temps pour infuser. Mais elle croyait aussi qu'il fallait être prête. Elle reprit son tricot et commença un nouveau carré pour la couverture de charité de l'église. Un ciel bleu pâle, comme le ciel qui se lève juste avant l'orage. Les aiguilles cliquaient doucement. Et dehors, dans l'obscurité, quelqu'un passa devant sa fenêtre sans s'arrêter. Le lendemain matin, Lydney Barton était clairement divisé en 2 camps, ceux qui étaient certains que le meurtrier avait déjà été identifié et nécessitait simplement son arrestation, et ceux qui étaient tout aussi certains que la police cherchait dans la mauvaise direction. À l'épicerie du coin, la file d'attente à la boulangerie était plus longue que d'habitude, non pas parce que le pain manquait, mais parce que faire la queue donnait aux villageois tout le temps de chuchoter. Le nom le plus souvent échangé était celui de M. Georges Littleton, trésorier adjoint de la fête et secrétaire de longue date du comité de la salle des fêtes. Il était responsable des chars l'année dernière, expliqua Madame Tran à Madame Crotorn à voix basse, acceptant une demi-miche de seigle. Et les livres étaient dans un désordre total. Pas une seule page ne cadrait. Ma sœur le vit compter les pièces dans sa poche. Madame Crotorn renifla, non pas pour réfuter l'affirmation, mais pour confirmer qu'elle l'avait déjà entendu. Et il n'était même pas à son poste quand Horace fut tué. Il dit être allé chercher de la limonade, mais personne ne le vit pendant 20 minutes. Une soif bien commode, dit Madame Tran d'un ton sombre. J'ai toujours dit qu'on ne peut pas faire confiance à un homme qui se fait une raie au milieu. La nouvelle de ces observations se répandit rapidement. L'inspecteur Alcombe, qui n'avait pas particulièrement enclin à soupçonner Georges Littleton, se retrouva bientôt entouré de villageois qui réclamaient presque son arrestation.